Pourquoi l'affaire Naël a été considérée comme un symbole? Pourquoi l'affaire Lola a été considérée comme un fait divers? Pourquoi l'affaire Adama Traoré a été une affaire Adama Traoré? Pourquoi le drame d'Éric Monguillot a été une espèce de fait divers dont on ne parle pas? Pourquoi ce double standard? Pourquoi on reproche à la droite de récupérer un événement quand on tolère d'autres récupérations? Qu'est-ce qui se cache derrière le phénomène du fait divers? Est-ce que ce ne serait pas la diversion par excellence? On va répondre à toutes ces questions-là dans cette vidéo. Mais avant tout, je t'invite à liker, à partager, à commenter et surtout à t'abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le... Vous êtes sur la chaîne de Georges et vous regardez l'enquête qui va évidemment faire parler d'elle. Évidemment qu'on va parler de ça. Asseyez-vous confortablement quand le fait divers fait diversion. C'est parti. Cette vidéo est sponsorisée par Opus Magnum et j'aimerais vous faire découvrir leur travail remarquable, vous allez voir, ça va vous plaire. Opus Magnum est un atelier de sculpture basé en Normandie qui propose de nombreuses reproductions d'art en pierre sculptées puis reproduites à la main. Blasons historiques, scènes légendaires, symboles religieux, Opus Magnum nous offre un très grand choix de sculptures magnifiquement réalisées et selon des techniques qui sont ancestrales. Vous retrouverez sur leur boutique de multiples catégories de sculptures couvrant de nombreuses époques de l'histoire française et européenne. Car c'est bien cela qu'Opus Magnum souhaite incarner à travers ses créations, l'amour de notre grande histoire, d'un passé riche et glorieux qui doit continuer de nous inspirer au quotidien. Un art qui, quelque part, rend hommage à notre héritage. Je vous recommande vivement d'aller sur leur boutique et si vous aimez l'histoire de France, et je sais que c'est le cas si vous êtes sur ma chaîne, vous y trouverez forcément quelque chose qui vous tapera à l'œil et pour un prix plus qu'honnête. Je vous me connaissez, en plus profiter d'une offre de moins 10% sur toute la boutique à partir de 2 articles achetés avec le code Georges10. N'hésitez pas à vous abonner à leur compte sur Instagram, je vous ai mis aussi ce lien en description. Sachez également qu'il est possible de faire réaliser des pièces uniques et personnalisées comme des armoiries familiales ou tout autre projet de sculpture en prenant contact avec eux. C'est le moment idéal pour s'occuper de vos cadeaux de Noël, alors foncez soutenir ce bel artisanat français qui mouille sa chemise pour continuer à faire rayonner les symboles de notre belle civilisation. Merci à eux de sponsoriser ce contenu et on continue sur la vidéo. Avant de comprendre comment le fait divers empêche, selon moi, les gens de penser, il faut voir ce qu'est un fait divers. Alors, je ne vais pas vous donner une définition claire de ce qu'est le fait divers et vous allez comprendre pourquoi. En fait, on ne sait pas très bien de quand va dater précisément le fait divers. Des histoires sordides qui circulaient dans les images et des rumeurs de meurtres de masse, il y en a toujours eu en France. La grosse différence, ça va être le 19e siècle. Pourquoi cette date? Parce que c'est l'essor de 2 phénomènes qui vont être liés. L'alphabétisation et la presse écrite. En France, le maître dans le domaine de ce qu'on va appeler plus tard le fait divers, c'est le Petit Journal, fondé en 1863 par Milot, qui se vend, je crois c'était 5 centimes. Alors lui, il se régale en blindant les couvertures de ses magazines de faits sordides et glauques de fous furieux. Je vous mettrai des exemples. Un homme qui dépaisse ses enfants et qui mange son chien, viens par ici. J'ai un taf à te proposer. Une femme qui disparaît et qui réapparaît, la jambe en Indre-et-Loire, le buste en Ardèche. Si tu rigoles, ramène-moi cette histoire, on va en parler. Bref, et là, il y a 2 affaires qui vont caractériser la notion de fait divers et en définir les contours du concept dans le journalisme français au 19e siècle. C'est en 1817, on va avoir l'affaire Fualdès, un ancien procureur qui a assassiné à Rodez avec au taquet de rebondissement. Alors est-ce que c'était lui, est-ce que c'était pas lui? Bref, et évidemment, le maître du fait divers à cette époque, c'est l'histoire de Jacques l'Éventreur en l'an de grâce 1888. Sordide au possible, le mec prévient des Condés qu'il va buter des prostituées dans le quartier de Whitechapel. Enfin bref, il les appelle, attends, je vais buter cette meuf-là. En fait, on se rend compte qu'il avait buté une autre meuf. Bref, cette affaire-là, les gens vont se passionner pour ça. Ils vont se passionner pour Jacques l'Éventreur. Les caractéristiques du fait divers sont définies à cette époque-là. Évidemment, on va voir le sensationnalisme, il faut capter l'audience et la capter vite, parce que sinon, cette audience-là,
elle va acheter l'autre journal du fils de pute de concurrent. C'est pour ça qu'il faut des gros titres. Et pour que le fait divers soit la première chose qu'on voit quand on ouvre le journal. Parce qu'il faut convaincre l'audience vite. Et on va aussi avoir des détails graphiques assez gore, calqués sur le récit des enquêteurs. Parfois un peu mensongers. L'être humain étant soumis au biais de négativité, il retient plus facilement des informations jugées négativement. Il faut aussi que le fait divers soit mystérieux, comme un récit, parce que du coup, on peut spéculer sur la suite de l'histoire. On va en parler autour de nous. Et la semaine d'après, on rachète plutôt le magazine pour avoir la suite de l'histoire. Et tout le village se met à acheter le magazine pour avoir la suite de l'histoire. Est-ce que oui ou non, le dépeceur à chaussettes vertes de la Drôme a été arrêté ? C'est un peu le genre de question qu'on se pose à l'époque. Et même si les moyens de communication vont changer, les caractéristiques fondamentales des faits divers en journalisme vont rester les mêmes. L'affaire Lindbergh, où le fils de l'aviateur est retrouvé mort, l'affaire des écoutes du Watergate, et même l'affaire du Dahlia Noir, une meuf coupée en deux qu'on a retrouvée à Los Angeles, tous répondent à la définition qu'on a pu faire du fait divers au 19e siècle. En France, on a les fameuses affaires qui impliquent des tueurs en série, ou même des drames, comme celui de l'affaire du jeune Luc Taron, qui est tué par Lucien Léger, qui va captiver l'audience du public. C'est une période que l'expert en histoire des médias Marc Martin appelle fondatrice pour le journalisme. Je le cite, le fait divers est à cette époque-là le miroir insolite de l'extraordinaire au cœur de la vie quotidienne, façonnant ainsi l'attrait du public pour le sensationnel et l'émotionnel. Et c'est là qu'on en revient à la définition même du fait divers. Je vous en parlais en début de vidéo. Je vais vous dire ce qu'est le fait divers selon le fameux glossaire des journalistes. Le fait divers, en argot journalistique, donc le chien écrasé, événement plus ou moins important qui ne relève ni de l'actualité mondiale, ni de la politique, ni de l'économie. Le fait divers est considéré comme un accroc à l'ordre social, le plus souvent dramatique. Ça peut être un accident, une catastrophe, un drame passionnel, un enlèvement ou la mort d'une star. C'est un événement sans portée générale. Fin de citation. Si on est passionné pour les tueurs en série, pour les assassinats morbides de prostituées à Londres, Jack l'Éventreur, ou pour des procès hors du commun, c'est justement parce que ces événements-là sont inédits et qu'ils troublent l'ordre normal des choses. Et c'est ça le fait divers. C'est un accroc à l'ordre social des choses. En études de journalisme, on parle du chien écrasé. Et c'est exactement ça. Si on est intéressé par des histoires de chiens écrasés, c'est précisément parce qu'un chien qui se fait écraser, ça n'est pas l'ordre normal des choses. Ça n'est pas l'ordre des choses de voir un chien se faire écraser. Et c'est paradoxalement parce que ça n'arrive jamais qu'on en parle. On ne ferait pas un fait divers sur un événement courant. On n'a pas de fait divers sur un piéton qui traverse la rue et qui n'a rien. C'est la définition même du fait divers, être exceptionnel dans une situation ordinaire. Les procès médiatiques, les tueurs en série, les histoires sordides, tout ça sort du cadre de l'ordinaire et c'est l'implicite du fait divers. C'est le marqueur d'un désordre, d'un ordre social qui va bien. Très important que vous reteniez ça. L'implicite dans un fait divers est un paradoxe absolu. Par exemple, si on titre « Fait divers, un homme est mort », on sous-entend que notre société est pacifiée et que la mort d'un homme est suffisamment rare pour qu'on en parle. Le fait divers sous-entend un monde ordonné où ces événements sont rares. Et c'est là que dans les années 2000, les médias interviennent. C'est eux qui vont définir ce qui est un fait divers ou pas, et donc définir l'implicite. Et là, vous me voyez venir. Le fait divers empêche de mettre en parallèle avec d'autres faits divers. Et par conséquent, selon moi, il empêche de penser la réalité. Je m'explique. Je vais prendre mon exemple du chien écrasé. Si demain vous voyez un média titré « Chien mort écrasé par une voiture », vous vous dites « Cet événement est rare, c'est donc un fait divers ». Maintenant, si tous les jours vous voyez un autre chien s'est fait écraser, vous allez commencer à vous poser des questions. Sauf qu'on vous répondra « Bah non, tu te trompes, ce sont des faits divers isolés ». Sauf que vous voyez bien que les morts de ces chiens ne sont pas isolés et qu'il y a un archétype de voiture qui tue ces chiens. Mais vous ne pouvez rien faire, puisque en tant que fait divers, ces chiens ne seront jamais considérés comme des symboles. Il n'y aura jamais l'affaire du chien écrasé. Non, ça reste un fait divers. Par ailleurs, présenter un fait comme un fait divers garantit l'ordre social et empêche toute remise en question des structures établies. On est tous victimes des implicites des faits divers. Si on voit qu'un homme se fait poignarder dans la rubrique faits divers, ça renforce
inconsciemment chez nous l'idée que ce n'est pas la norme de se faire poignarder et qu'on peut donc continuer à vivre tranquillement. Et c'est là que j'aimerais en venir. Si on accumule un fait divers, puis 2, puis 100, puis 1000, est-ce qu'on est encore en présence d'un fait divers où ça peut devenir un fait de société ? Ou si on veut être un peu franc du collier par rapport au chien écrasé, plus une situation a de chances de vous arriver, moins elle peut être qualifiée de fait divers. C'est la définition même du fait divers, ça. Vous avez assez peu de chances de tomber sur le dépeceur à chaussettes vertes, tout comme vous avez assez peu de chances d'être frappé par la foudre. Et ces deux événements-là sont de fait des faits divers, puisqu'ils sont rares, qu'ils ont peu de chances de vous toucher, et que par conséquent, ces événements vous intéressent. Donc, comment on définit ce qu'est un fait divers et ce qui n'en est pas ? Et bien la réponse, c'est les chiffres. Que les chiffres, les stats. Un fait, il est quelque part sur une crête, comme dirait Bourdieu. S'il s'inscrit dans une longue évolution et que les gens se disent « cette histoire révèle une situation », alors il peut devenir un fait de société, il peut devenir une affaire. S'il n'est pas corroboré par les statistiques et qu'il est de fait un accroc dans l'ordinaire, alors il est objectivement un fait divers comme on l'a défini au 19e siècle. On va prendre deux exemples. L'un présenté comme un fait divers par les médias et l'autre comme un symbole, comme une affaire. L'insécurité est ce que les féministes appellent les féminicides. En France, en 2022, le nombre de féminicides en ménage est de 118, en baisse de 3% par rapport à l'année précédente. On était à 179 en 2007. Les meurtres de femmes en ménage baissent, et ça c'est une très bonne chose, on ne peut que se réjouir de cette information. Se faire tuer par son mari quand on est une femme en France n'est donc pas la norme, statistiquement. Si on considère qu'il y a, comme le dit l'Institut national d'études démographiques, 15 600 000 femmes en couple dans la même période, on fait un calcul et on obtient environ le résultat suivant. En 2022, une femme a 0,00094% de chance de se faire tuer par son mari, soit une chance sur plus d'1 million. Alors, c'est évidemment trop, mais vous avez 2 fois plus de chances d'être frappé par la foudre que de mourir des coups de votre mari. Vous avez aussi plus de chances d'être touché par un astéroïde que d'être frappé par votre mari, avec une probabilité d'une chance sur 720 000. Mourir sous les coups de son mari, c'est aussi rare que de mourir au ski. Ce que je veux dire par là, c'est que le féminicide est par définition un fait divers. C'est un fait rare qui ne vous touchera probablement jamais, en tout cas statistiquement, on l'espère, on vous le souhaite, et qui indique que dans nos sociétés, tuer sa femme est étymologiquement extraordinaire. Il sort de l'ordinaire. C'est une situation qui sort de l'ordinaire. C'est donc un fait divers. Par ailleurs, statistiquement, les féminicides sont en baisse. Donc un féminicide n'est pas révélateur de l'évolution de la société, bien au contraire, vu qu'ils sont en baisse. Au passage, pour mes sœurs de nous toutes, qui ont la gâchette facile contre l'homme blanc cis, que je suis par ailleurs, sachez que le patriarcat hétéronormé n'est pas responsable de ces tragédies. Cette tendance du meurtre de son conjoint s'observe dans les mêmes proportions, parfois plus, dans les mêmes circonstances chez les couples homosexuels. Une étude statistique Canada montrait qu'en 2004, 15% des gays et des lesbiennes étaient victimes de violences conjugales contre 7% des hétéros. Et très intéressant, on présente les faits divers liés au meurtre en ménage comme des symboles politiques. Les féminicides vont mobiliser l'opinion publique, alors que je l'ai montré, ce sont tous des faits divers. Maintenant, on va prendre l'insécurité. En France, selon le ministère de l'Intérieur, le nombre de coups et blessures volontaires enregistrés en France a augmenté de 350% depuis 1994. Dans la même période, les coups et blessures volontaires ont augmenté de 15% de 2021 à 2022, selon le service statistique du ministère de l'Intérieur. Il y a 1945, comme la fin de la guerre, agressions par jour en dehors des ménages, soit, et c'est le fameux chiffre qu'on ressort souvent, une agression toutes les 44 secondes en France. Ce sont les fameuses violences gratuites, comme elles le sont définies, genre pas justifiées, des violences non crapuleuses, même si le terme est un peu flou. Si ton voisin te demande de faire moins de bruit et que tu termines penalty au sol et patate dans la mâchoire, ça va être considéré comme du conflit de voisinage alors que c'est totalement gratuit selon moi. Bref, donc statistiquement, les violences aux biens et aux personnes augmentent. Si je reprends mes probabilités, 710 000 personnes victimes de violences physiques en dehors des ménages sur 67 millions d'habitants en France, ça fait des chiffres assez impressionnants. Donc ça concerne les vols et les tentatives de vol, les violences gratuites, les agressions, bref, et on obtient un peu plus d'une chance sur 100. Une chance sur 94 pour être précis. Vous avez une chance sur 94 d'être victime de violences hors de chez vous, hors de votre ménage.
C'est énorme ce chiffre. Et c'est un phénomène qui est en constante augmentation et qui touche tout le monde. Un fait de violence lié à l'insécurité n'est donc statistiquement pas un fait divers, mais un fait de société, puisqu'il renseigne sur l'évolution de la société et que tout le monde peut être sujet à de la violence hors ménage. Ça aboutit au constat à propos duquel je pense que tout le monde s'entend, celui d'un basculement de la société française vers un climat de violence qui, même s'il a toujours existé, je vous l'accorde, accélère sous le poids des tensions, qu'elles soient culturelles ou sociales. C'est une perte globale de civisme, mais aussi le fruit d'une perte d'identité culturelle, peut-être liée à l'immigration, je ne sais pas. Je pose des idées, je n'appelle pas à la haine. Être une femme et refuser des avances dans le métro peut rimer avec un tombereau d'insultes soldé d'un viol dans une bouche de métro. Ces histoires-là, ce ne sont pas des faits divers, ça révèle l'évolution d'une société. Refuser de donner une cigarette à quelqu'un, c'est s'exposer à un éventuel coup de couteau. S'interposer lors d'une altercation peut te faire risquer la tétraplégie. Je rappelle l'histoire de Marin à Lyon. Récupérer une moto volée, donc ça c'était l'histoire d'un daron à Nantes, ça équivaut à être lynché par une dizaine de personnes. Selon les données de l'ONDRP, ce sont plus de 1900 agressions gratuites, 280 viols et tentatives de viol, 105 attaques au couteau qui sont quotidiennement recensées. Et ces données sont sous-estimées au regard du nombre de plaintes déposées, soit par la peur qu'on peut avoir des représailles, soit par le manque de confiance dans les mécanismes judiciaires. Les homicides, eux, vont progresser plus sournoisement, alors même que la médecine d'urgence a permis en 30 ans de réduire drastiquement le décès des patients admis après des fusillades, des rixes ou des violences. En dépit de ces progrès, entre 2011 et 2020, les tentatives d'homicide sont passées de 1203 à 3360 et, pour ceux qui sont allés au bout de leur démarche, de 856 à 1026. Tous ces exemples d'évolution statistique ne sont pas une lubie inventée par Bolloré et Pascal Praud, mais c'est une réalité tangible que tout le monde observe. Pour le système médiatique, pour le moment préservé dans ces métropoles relativement sécurisées, l'urgence ne se fait pas sentir. En revanche, pour Christine et André dans le Pas-de-Calais, l'étau se resserre progressivement. Et ce Français moyen, il voit bien que les élites continuent de nier ce à quoi ils assistent au quotidien. Et lorsqu'on qualifie des histoires qui relèvent d'un symptôme d'une société qui va mal de faits divers, on refuse de voir ce que l'on voit. On dit non, c'est des faits divers, ça ne représente rien. Sauf que si, statistiquement, ces faits sont des faits de société puisqu'ils traduisent l'évolution d'une société. Il faut dire ce que l'on voit et le plus important, il faut voir ce que l'on voit. C'est pas moi, c'est Camus. Tout à l'heure, je vous parlais de l'importance de l'implicite dans un fait divers et de la conséquence que ça va avoir sur l'opinion publique. Le fait de société, voire le symbole, c'est tout l'inverse du fait divers. On prend un fait qu'on va politiser à l'extrême pour lui donner une valeur symptomatique et sociale. Erving Goffman avait développé la théorie de l'encadrement, le framing theory. En gros, présenter un fait comme un fait divers entraîne l'impuissance de l'audience ou du récepteur de la nouvelle. A l'inverse, présenter un fait comme un symbole ou un fait de société entraîne de l'action chez les individus. Pourquoi ? Parce que si un fait est un fait de société, c'est donc le produit de la société. Et c'est donc la société qui doit agir pour ne pas reproduire ce fait. On va inscrire ce fait-là dans un narratif idéologique beaucoup plus large. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'affaire Naël, et plus globalement ce qui se passe avec toutes les affaires qui touchent de près ou de loin aux violences policières. Avant, c'était le réel qui allait définir ce qui était un fait divers ou non. C'est parce qu'il n'était pas commun de croiser un tueur en série ou le dépeceur aux chaussettes de la Drôme qu'on se passionnait pour ces affaires. Aujourd'hui, on a renversé cette tendance et c'est les médias dominants qui vont dire aux gens ce qu'ils doivent voir ou non. Parce qu'au fond, ce qualificatif de fait divers, c'est ça. C'est autoriser ou non les gens à voir la réalité. Posez-vous la question, comment la mort d'un délinquant multirécidiviste peut entraîner des émeutes qui font trembler la 5e puissance mondiale ? Parce que les médias dominants et la bourgeoisie médiatique ont présenté ce fait comme un fait de société qui illustrait le racisme dans la police, le racisme en France, la discrimination à l'embauche et la précarité dans les banlieues. Tout ça en partant d'un fait divers. Quand on essaye de montrer qu'il y a des faits divers qui n'en sont pas, que si on met 400 000 faits divers à côté, est-ce qu'on n'est pas en présence d'un fait de société ? On nous rétorque « Oh, attends, c'est des faits divers, il y en a toujours eu. » Alors plusieurs choses. Déjà, c'est vrai. Eh oui, c'est vrai.
des détraqués mentaux qui mangent leurs gosses ou d'autres faits divers extraordinaires, il y en a toujours eu. Aussi loin qu'il y a toujours eu de la normalité dans une société. Roland Barthes voyait déjà à l'époque, dans les faits divers, des tragédies grecques et mettait l'accent sur le fatalisme. En mode, c'est la société, il y a des cons partout, il y a des faits divers partout. Le fait divers est par définition fataliste. On regarde les infos, on dit « Oh, un mec a mangé ses enfants !» C'est fou, allez, je vais me faire un café. Donc oui, c'est fataliste le fait divers. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu des faits divers. Maintenant, si demain, de plus en plus de gens se mettent à manger leurs enfants, ça devient un fait de société. Et c'est exactement ce que cette grosse merde de Mathieu Kassovitz disait sur un plateau de télévision. Le mec est une ordure finie, qui dit à la femme d'un mec massacré « Désolé, mais ton mari qui se fait massacrer, ça a toujours existé ». Je suis désolé, madame, parce que vous avez perdu un mari et vos filles qui regardent à la télé. J'ai du mal à parler à côté de vous, mais vous avez ouvert, en fait, vous parlez, tout ce dont vous parlez là, c'est des faits divers. Et je suis encore désolé de parler de ça. Je suis désolé. Ce qui est arrivé à votre mari, malheureusement, va arriver à quelqu'un d'autre. Et ça, ce qu'il dit, c'est faux. C'est faux parce que c'est pas un fait divers, donc le fait divers n'est pas en cause dans le débat. Il dit à la femme, les faits divers ça a toujours existé, mais c'est lui qui a préalablement qualifié cette histoire de fait divers. Attends, reviens là Mathieu. Qui t'a dit que c'était un fait divers cette histoire? Donc c'est pas un fait divers, c'est faux. Premier élément parce que les agressions sur les chauffeurs de bus, elles augmentent. Donc ce fait est un fait de société, il montre l'évolution de la société. Et c'est faux parce qu'on n'a pas toujours tabassé les chauffeurs de bus. Ça n'a pas de sens de dire ça. Quand une situation extraordinaire devient la norme, alors elle n'est plus extraordinaire. Donc le premier point, c'est qu'il faut être très clair sur la notion de fait divers et surtout sur qui choisit l'appellation. Qui a dit que c'était un fait divers? Là en l'occurrence c'est Mathieu Kassovitz, mais plus généralement c'est les médias. Et d'où les médias peuvent se permettre de juger ce qui est extraordinaire ou non. C'est à la population de juger ça, c'est à l'audience de juger un fait comme un fait divers ou comme un symbole. C'est pas aux médias de le définir. Premier élément. Et deuxième point, c'est que quand on nous dit « Oh, il y en a toujours eu, c'est comme ça, c'est la nature humaine », on peut très bien leur dire « Oh, mais vous manifestez pour les féminicides alors qu'il y en a toujours eu. C'est comme ça, on peut rien y faire, c'est la nature humaine. » Ou Oh, bah les violences policières, ça a toujours existé, ça sert à rien de faire des émeutes pour ça. Le même Mathieu Kassovitz, qui disait à Madame Monguillot que son mari était un fait divers, va aller chialer pour la mort de Naël. Parce que la présentation de ces deux faits était différente. D'un côté, un chauffeur de bus tué, mais présenté comme un fait divers, donc sans qu'on puisse agir dessus, avec un implicite de « c'est un fait divers parce que l'ensemble des trajets des chauffeurs de bus se passe bien », ce qui est faux. Et de l'autre, on avait un petit ange tué par la méchante police raciste, symbole de l'oppression des banlieues, donc entraînant de l'émotion, voire un sentiment de responsabilité et de frustration pour la bourgeoisie. Et tout dépend de la présentation des événements. Par ailleurs, dire, comme certains le disent, « Oh, mais c'est malheureux, des faits divers, il y en a toujours eu », c'est faussement fataliste. Faussement parce que c'est pas parce qu'une situation a déjà existé dans le passé qu'elle se reproduira forcément dans le futur. Et c'est même le propre d'une société et d'une civilisation de rendre rares certains événements qui étaient courants à l'époque. La société évolue et l'ordinaire devient extraordinaire. Donc cet argument ne tient pas non plus. Et là, vous allez me dire « Oh, mais c'est rien, c'est juste un traitement médiatique qui n'est pas super objectif. » Oui, mais non, attention, très grave. Présenter certains faits comme des faits de société et d'autres comme des faits divers qu'ils ne sont pas a des conséquences très concrètes. Par exemple, la réponse politique qu'on apporte aux problèmes sociétaux. Ça fait 20 ans que statistiquement, l'insécurité augmente dans ce pays et qu'aucune mesure concrète n'a été prise par les pouvoirs publics. Aucune. Pourquoi? Parce que les drames qui touchent l'insécurité, que ce soit les fusillades liées au trafic de drogue qui touchent les gens dans les banlieues avant tout, ou les meurtres ou les violences gratuites, sont perçus comme n'ayant aucun lien les uns envers les autres. La catégorisation du fait divers empêche toute lecture globale et générale de la situation. A l'inverse, chaque intervention policière, un peu musclée, filmée, donne lieu à un énorme débat sur les violences policières qu'on intègre un débat plus général sur le supposé racisme d'État, sur la méchanceté de l'homme blanc, cisgenre ou je sais pas quoi. Donc on va prendre ce fait et l'extrapoler pour en faire un fait de société. Et inversement, tous les faits de violence gratuite, on va les ramener au rang de faits divers. C'est ça le traitement médiatique. Pour comprendre que ce processus est imposé à l'audience, il faut voir le temps de prise en compte d'un événement dans l'espace public. Pour l'affaire Naël, la minute de silence est intervenue le lendemain du drame, avant l'enquête. Elle a été imposée par les pouvoirs politiques
à l'opinion publique. Pour l'affaire Thomas, la minute de silence a été une réponse politique à la médiatisation de cette affaire par la droite et par l'extrême droite. C'est pas du tout le même procédé. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Alors c'est une vidéo un peu particulière parce que j'ai repris quelques références que j'avais quand j'étais jeune étudiant. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner à la chaîne de Georges, c'est très important pour le... Вообще незаметная была. Расступляешься? Et moi je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France. Vive la communion des Français, bordel de merde. On va se relever, je vous le dis. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Time!